TF1, Gérard Saint-Paul. Mesdames et messieurs, bonsoir. 11h41 ce matin, sur tous les téléscripteurs de toutes les rédactions, le suspense politique des derniers jours prenait fin avec le flash suivant. Monsieur Jacques Chirac a démissionné. 18h05 cet après-midi, Monsieur Raymond Barre est nommé Premier ministre, le second Premier ministre du septennat de Monsieur Valéry Giscard d'Estaing. Le nouveau Premier ministre a fait une déclaration aux journalistes, la voici. Mesdames et messieurs, je tiens à vous dire que je serai un Premier ministre économe de ses propos. J'ai donc nommé Barre, qui était inconnu, en fait. Après le brouhaha, le bruit, les émeutes, tout ce qu'il y avait autour de Chirac, c'était terrible. Tout d'un coup, il y a eu un homme exact, un homme d'ordre, tout était en place. Il savait ce qu'il voulait, il le disait très bien, il était très calme. C'est quelqu'un qui ne reculait absolument pas devant la difficulté. Je dirais même à la limite, il y avait un espèce de corps à corps avec la difficulté qui le passionnait. Je lui ai dit à ce moment-là que si, au bout de quelques mois, il apparaissait que je n'étais pas capable de remplir la fonction, j'étais, bien entendu, tout à fait prêt à partir. Il disait d'une façon un peu abrupte ce qu'il pensait, mais on peut dire tout de Raymond Barre, mais sûrement pas que c'est un ectoplasme. Et pourquoi voulez-vous qu'un Premier ministre soit un ectoplasme? C'est curieux. Il n'y a qu'en France qu'on dit des choses comme ça. Plus exactement, dans le milieu politique et journalistique. Dès qu'un Premier ministre arrive, on dit qu'il est un ectoplasme. Quand on occupe une fonction à Matignon, la première chose que l'on ressent, c'est la responsabilité que l'on assume. Et à moins d'être une navette, passez-moi l'expression, on a sa personnalité, on a son tempérament. Et on fait valoir ses opinions auprès du chef de l'État. Si on est d'accord avec lui, on travaille avec lui. Si on n'est pas d'accord, on s'en va. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas toujours eu la manière dans le vocabulaire, mais ça a tout de même été le meilleur Premier ministre que la droite ait eu pendant longtemps. Barre était un homme tout à fait remarquable alors, mais qui a été lui aussi complètement paralysé. Et paralysé par Chirac, qui tenait la majorité au Parlement. Jacques Chirac, qui en démissionnant avait dit à Valéry Giscard d'Estaing « Je ne gênerai pas votre action, vous n'entendrez plus parler de moi en politique », s'est lancé à la conquête du pouvoir. Une stratégie en plusieurs étapes. Donner d'abord un nouvel élan au mouvement gaulliste et faire d'un parti politique moribond, le RPR, le premier parti de France. Conquérir au municipal la mairie de Paris face au candidat officiel du président et enfin gagner les législatives de 78 et les européennes de 79. L'offensive avait trouvé son point d'orgue en décembre 78 lorsque Jacques Chirac, hospitalisé après un accident de voiture, avait lancé l'appel de Cochin dans lequel il dénonçait la politique européenne de Valéry Giscard d'Estaing. Chirac dira plus tard avec humour « J'ai signé ce texte sous le coup de l'anesthésie ». Ce texte était un texte rédigé, qui était d'un ton véhément et qui dénonçait la mainmise sur la France du parti de l'étranger qui était plus ou moins au pouvoir. C'était manifestement totalement inexact. C'est une affirmation, je dirais, quasiment calomnieuse. Les termes ont peut-être parfois été un peu rudes, mais ça n'est pas quelque chose qui, en soi, était choquant. Les termes étaient peut-être un peu vifs. Sur le fond, je ne suis pas hostile, mais la forme me paraissait vraiment un peu brutale. Le problème, Jacques Chirac, c'est que parfois une partie de son entourage joue un rôle trop important. Ça, c'est une parenthèse. C'est sans doute vrai, mais il n'était pas dans la capacité de parler. Il était entouré de deux conseillers qui ont rédigé cette déclaration et la lui ont plus ou moins imposée. Je crois que la plume, c'était essentiellement Marie-France Garot qui avait fait le projet et qui avait dû le lui présenter à l'hôpital Cochin. Jacques Chirac connaissait ce texte, l'avait lu, revu, relu, participé à la rédaction, qui avait été une rédaction collective. Il y avait même un des participants, vous voyez comment on peut se tromper, toujours vivant, qui avait dit « Il est pas mal ce texte, mais je pense que ça va faire plouf ». J'ai lancé mon appel du 6 décembre dernier, auquel
je n'ai rien à ajouter et rien à retrancher, et qui avait, si vous voulez, un triple objectif. D'une part, susciter une prise de conscience des Françaises et des Français à l'égard d'une politique européenne qui, dès à présent, j'en suis convaincu, conduit au renoncement. Là, on a vraiment vu qu'entre les deux hommes, c'était le conflit ouvert. C'était devenu, je dirais pas la guerre, mais enfin vraiment, c'était une majorité qui n'était plus que de nom. Le RPR estimait qu'il était entré dans un monde catastrophique, puisqu'il n'avait ni l'Élysée ni Matignon, et qu'il était nécessaire de reconquérir l'Élysée, puisqu'il ne pouvait pas reconquérir Matignon, j'y étais. Jacques Chirac s'est trouvé avec le RPR dans une espèce de combat pour la survie. Je sais qu'après l'élection législative de 78, Giscard nous réunit et il nous dit, vous savez, bon c'est bien, c'est formidable, on a gagné les élections, mais maintenant il faut faire attention parce qu'ils n'ont plus qu'une seule chose à faire, mes adversaires, c'est s'attaquer à moi, à ma personne. Et quelques mois après l'affaire Bokassa. En octobre 79 éclate l'affaire des diamants de Bokassa. Le Canard enchaîné révèle que Valéry Giscard d'Estaing, lorsqu'il était ministre des Finances, avait reçu de l'ancien président à vie de la République centrafricaine des plaquettes de diamants. Le journal Le Monde reprend le lendemain l'information et en fait sa une, suivie bientôt par l'ensemble de la presse. C'est une affaire tout à fait extravagante. Ça permet d'éclairer les relations que Giscard avait avec un personnage assez peu fréquentable. Il avait une faiblesse incompréhensible pour Bokassa. Par exemple, il a toléré que Bokassa se nomme empereur. Il a même envoyé un ministre pour assister à cela. Mais jamais nous n'aurions dû accepter cette espèce de pantalonnade, et encore moins d'y assister. Son sacre est béni par la France, payé par la France. La folie de ce sacre est payée par la France. Pourquoi a-t-il accepté ça? Moi, je me demande si c'est pas simplement parce qu'il avait de la sympathie pour un homme qui lui donnait l'occasion de faire de beaux safaris en Afrique. Il a commencé à répandre dans la presse l'idée qu'il même fait des cadeaux, etc. Alors Giscard, qui avait déjà un peu une image d'Aristo, qui reçoit des diamants de son cousin Bokassa, qui n'était pas considéré comme vraiment un ange par les démocrates français. Tout ça ne fait pas bien dans le tableau, c'est sûr. Tout le monde se disait, ça va être le Watergate, quoi. On va faire tomber le président de la République. J'ai eu le tort de traiter ça par le mépris. Le jour où c'est sorti, mes collaborateurs ont dit il faut saisir les journaux, c'est une honte cette histoire. Hein. Et j'ai dit non, moi je ne saisis pas les journaux, je ne veux pas le faire. Probablement, je vous dis franchement, j'ai eu tort. Un véritable complot a été systématiquement ourdi et entretenu par la presse. Certains des articles ont été payés dans des conditions dont j'ai maintenant la trace et la preuve, payés par de l'argent. D'où venait-il, qui a été remis à des journalistes qui me l'ont raconté, presque gêné de ne pas donner leur nom. Je ne vois pas quel journaliste aurait pu être payé, et s'il a des preuves que les journalistes aient été payés, qu'il les donne au Canard, je les publie. Ce jeu de ping-pong entre un journal comme Le Monde et le Canard enchaîné était purement dirigé par des considérations électorales et n'était pas digne, en particulier d'un journal qui se prétend le parangon de l'objectivité et de la vertu. C'était une entreprise de démolition systématique. Certains le faisaient par amusement, enfin par amusement intellectuel, on va démolir le pouvoir, etc. D'autres le faisaient par haine, je dirais, politico-sociale, enfin, de ressentiment. D'autres le faisaient pour servir la cause de François Mitterrand. Mitterrand m'a toujours dit à moi, que j'ai rencontré 30-40 fois, que jamais il avait participé à l'affaire Diamant. Mais je me permettais de lui dire, oui, mais beaucoup de gens qui étaient dans votre cercle proche ne s'en privaient pas. Les Chiraciens ont utilisé l'affaire des diamants, parce qu'il y avait des petits commandos chiraciens qui collaient des autocollants sur les affiches de la campagne présidentielle de Giscard qui représentaient des diamants. Ça montrait
La véhémence de l'acharnement, si vous voulez, va vouloir abattre le pouvoir de l'époque. Et alors qu'il y avait d'autres attaques parallèles qui faisaient long feu, celle-là a réussi à survivre pendant un certain temps. Cette affaire a grossi un petit peu, peut-être par la façon dont elle n'a pas été traitée au départ. Il aurait dû répondre beaucoup plus vite et beaucoup plus catégoriquement. Mais il a estimé que ce n'était pas de la dignité de sa fonction. Si ma mémoire est bonne, ce sont les termes mêmes qu'il a employés. Ce n'est pas de la dignité de ma fonction. C'est au cours de l'émission En direct de l'Élysée que le sujet sera abordé pour la première fois à la télévision. Comme aucun des journalistes présents n'est prêt à risquer sa place en posant la question qui est sur toutes les lèvres, on décide alors de tirer au sort le malheureux qui va être sacrifié. Ce sera Alain Duhamel. C'était un sujet tabou dans le service public. On a tiré au sort, on s'est tombé sur moi. Et quand on a vu Giscard avant l'émission, j'ai dit oui, enfin, Monsieur le Président, il faudra quand même qu'on parle des diamants. Et à ce moment-là, une espèce de silence de plomb. Il y en a deux qui étaient là, on devait être 4, je pense. Il y en a 2 qui étaient là qui m'ont jeté un regard d'un air de dire celui-là vraiment, il est complètement timbré. Et Giscard a dit mais comment Et il m'a dit à moi, parce qu'on se connaissait quand même pas mal, il m'a dit vous ne croyez quand même pas à toutes ces histoires. Je lui ai dit mais c'est pas le problème. Non, moi je crois pas que vous soyez coupable. Je lui ai dit je crois pas que vous soyez coupable. Mais je crois que nous on serait coupable si on vous interrogeait pas là-dessus. Il faut pas oublier qu'il y avait eu peu de temps avant une conférence de presse à l'ancienne avec 300 journalistes et que la question n'avait pas été posée. Bon, moi j'ai posé ma question. Alors, Monsieur le Président, vous avez vous-même été personnellement mis en cause à propos d'un cadeau des diamants que vous auriez reçu de Bokassa en 1973, quand vous étiez alors ministre des Finances. Bon, vous avez fait répondre sur le moment que vous vous en expliqueriez, je cite à peu près de mémoire, le moment venu. Est-ce que le moment est venu ? Vous avez d'autres questions sur ce sujet ? Je pourrais vous demander par exemple s'il s'agit bien d'une plaquette de diamants, si elle a la valeur 100 millions de centimes, comment on l'a affirmé. C'est que vous faites d'une façon générale des cadeaux que vous recevez, Monsieur le Président. À la question que vous m'avez posée sur la valeur de ce que j'aurais reçu comme ministre des Finances, j'oppose un démenti catégorique. Et j'ajoute méprisant. Il faut laisser les choses basses mourir de leur propre poison. La campagne sur les diamants a vraiment affaibli le président. Sans qu'il s'en rende compte et sans qu'il sache faire. Il n'a pas su faire. C'est un homme d'une grande intelligence avec des petits travers. Voilà. Et ces travers ont été durement ressentis par la population française. Voilà. Tout ça, c'était des histoires. Et ça faisait partie déjà du début d'une campagne d'intoxication. Ça va pendant 5-6 mois être comme ça. Et c'est vrai que Copernic est un élément déclencheur. Le 3 octobre, à 18h30, une bombe explose devant la synagogue de la rue Copernic à Paris, tuant 4 personnes. L'entourage de Giscard d'Estaing a du mal à le joindre, d'où une sensation de flottement, une absence de réaction immédiate à l'attentat. Giscard n'est pas au palais présidentiel. Je ne sais pas où il était. Vous savez, Giscard, de temps en temps, partait, on ne savait pas où il était. Le Standard m'avait passé pas mal d'appels du public. Donc c'était un signe que c'était important. Le ministre de l'Intérieur m'a téléphoné tout de suite, c'est Christian Bonnet. Et je lui dis, il faut y aller, voir ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a des victimes. Il pensait que l'affaire était maîtrisée, la situation était en main. Et j'ai appelé Raymond Barre en disant, je crois qu'il serait bien qu'au Premier ministre, vous alliez voir que les dispositions convenables sont prises, et il serait bien, j'y vais. Je suis rentré spécialement pour m'occuper de cette affaire, que j'ai bien entendu condamné, déploré, et j'ai dit qu'il était malheureux que quelques Français innocents, car ils étaient tout à fait innocents de tout, qui passaient dans la rue, aient été les victimes de cela. Tempête, mais c'était bien entendu la manœuvre politique qui s'exerçait sur ce point. J'ai bien vu ce qu'il voulait dire. C'était une maladresse de langage. Barre est assez extraordinaire parce qu'il a une grande sûreté de jugement, il a une très grande clarté d'esprit et il a des dérapages verbaux. On appelle ça ma gaffe. Du coup, tous mes amis qui sont juifs ont pu porter témoignage que je n'avais jamais fait preuve du moindre antisémitisme. C'était inutile. C'était très bien pour eux, très bien pour la gauche qui travaillait avec ce milieu juif. C'était un moyen supplémentaire de m'attaquer. Écoutez,
Quelle importance ça peut avoir? Giscard, c'était pire, Giscard ne voulait pas réapparaître. Giscard n'a pas senti que sa présence était indispensable. Vous savez, dans ces moments de désespoir, de terreur, de catastrophe, le chef de l'État doit être là. C'est la moindre des choses quand on est le chef de l'État et qu'il y a une partie de la communauté française qui subit une épreuve, d'être là. Et je veux dire, c'est ça, un président. C'est vrai de n'importe quel président. Bon, ben, il n'était pas là. Il n'a pas compris qu'il fallait être là, qu'il fallait revenir. En ne venant pas à Copernic, il donne l'impression, ce que ressortira François Mitterrand une seconde fois, parce que ça n'avait pas marché la première, ça a marché la seconde. Cet homme n'a pas de cœur. On a été mauvais sur cette affaire. C'est très dommage. Et probablement, ça a coûté aussi des voix. L'homme de communication ou l'homme des études ne pouvait pas dire au président de la République « Vous allez jamais, je l'ai fait, et je considère que c'est pas à nous de le faire, c'est catastrophique quand on commence à le faire. Vous savez, vous allez prendre telle position parce que vous allez gagner 1 ou 2 points dans les sondages. » Et quand François Mitterrand arrive à la synagogue avec du retard, la télévision attend son arrivée, j'ai senti quelque chose qui a été prouvé par les sondages quelque temps après, la réaction des Français. On m'a fait le reproche très étrange d'avoir refusé d'y aller parce que je chassais en Alsace et je ne voulais pas interrompre ma chasse. Je pense que sûrement par pudeur, il ne veut pas exploiter ce qu'il croit être le malheur des autres. Et il manque là complètement de sens de l'État et du sens humanitaire que représente la présence d'un chef d'État. Je n'ai pas interrompu de chasse car j'étais chez moi, je ne chassais pas. 20 ans après, on raconte encore cette histoire. Il n'était pas fatalement à la chasse, je veux dire. L'opposition va dire qu'il était à la chasse. Diamant, chasse, vous voyez, etc. Vous voyez, et roi. Et complètement monarchiste. Tout ça, c'est du complot. Les attitudes monarchiques de Giscard s'étalent dans la presse qui détaille les royales lubies du locataire de l'Élysée. Maurice Schumann parlera d'une dérive indubitable. Jean de Lipkowski, d'un président devenu une espèce de statue pétrifiée dans les honneurs, persuadé qu'il descendait véritablement de Louis XV. La dérive monarchique de Giscard est arrivée, si vous voulez, sur la table, c'est-à-dire dans les médias, à partir de 1979. C'est déclenché par un article du Nouvel Observateur sur le comportement monarchiste de Giscard, disant que la vaisselle était en or, qu'il se faisait servir le premier. Ça faisait 3, 4, 5 pages, cet article. Mais surtout, le Nouvel Observateur, qui, quoi qu'on en dise, était quand même lui aussi en campagne, avait acheté, je ne me rappelle plus, 600, 700 panneaux d'affichage dans la France entière, où il y avait Giscard avec une perruque de roi. Et figurez-vous qu'il y en avait même une de ces affiches-là qui avait été apposée sur un magasin qui était en rénovation en face de l'Élysée. Et j'arrive sur la rue de Longchamp et tout à coup je vois sur cette palissade, je me vois avec une couronne gigantesque sur la tête. Le président de la République était présenté en Louis XV avec un sceptre, une couronne. Giscard monarque ou quelque chose. Alors j'étais assis sur une espèce de trône, un genre de trône, j'avais une gigantesque couronne sur la tête. Bon, ça m'a fait rire, parce que c'était absurde, mais j'ai sous-estimé le fait que la répétition d'une affirmation de ce type dans un pays qui est très égalitaire fondamentalement était dommageable pour moi. Raymond Barre, confirmé une seconde fois dans son poste de Premier ministre, voit son deuxième plan condamné à l'échec. Le nombre de chômeurs est passé de 400 000 à 2 millions en 7 ans. L'impopularité de Raymond Barre dépasse le seuil des 57% de mécontents, record absolu de la Ve République. Il faisait des défilés. Est-ce que vous croyez que lorsque l'on voit le prix du pétrole passer de $14 à $32 et qu'on voit ces leaders syndicaux qui vont organiser des manifestations, on a quelques considérations pour eux? Et Barre leur disant clairement, franchement et froidement: vous pouvez faire grève jusqu'à la nuit des temps, vous n'aurez pas un sou. Et bien sûr, mais c'était cela. Pourquoi voulez-vous que j'ignore les porteurs de pancartes? Il y a des choses que Barre disait, qui étaient vraies, et qui provoquaient des réactions d'étonnement irrité ou négatif. Ici, passez-moi l'expression, on ne râle pas, mais on bosse. Alors, je lui en parlais un peu, non pas pour lui pousser, mais pour lui mettre un peu en garde concernant les conséquences politiques. Par exemple, il a fait un discours en novembre 80 au Conseil économique. Il est allé comme Premier ministre et il a dit la chose suivante: je vous préviens, il faut que le pouvoir d'achat des Français baisse. Bon,
Alors déjà, c'est difficile de dire aux Français qu'on ne va pas augmenter leur pouvoir d'achat, mais aller leur annoncer qu'il faut qu'ils baissent, c'est naturellement politiquement dévastateur. On était à l'automne 80, il y avait une élection présidentielle 6 mois plus tard. Là, j'en ai fait la remarque. Écoutez, au point de vue de la communication, pour moi, c'est extrêmement négatif. Il m'a dit, oui, mais c'est vrai. Bon, c'est possible, mais enfin, il faut gérer aussi la relation avec la sensibilité de l'opinion publique. Vous ne pensez pas que j'allais modifier une politique qui m'était imposée par les circonstances dans lesquelles je me débattais, et pour faire plaisir à tel ou tel leader syndicaliste qui était le premier à brandir des pancartes. Et à ce moment-là, je me dis, ça pose un problème. Ma courbe de popularité était restée relativement bonne, et celle de Barre s'est mise à plonger, en atteignant des niveaux bas. Alors je lui en ai parlé, bon, d'une façon qui n'était pas brutale, je ne lui ai pas dit que j'imaginais de le changer ou de le faire partir, mais je faites ça sur le mode interrogatif. Et je me suis heurté à un blocage total. Et j'ai compris que si finalement je décidais de changer de Premier ministre, ça serait un conflit. C'est le président de la République qui décide. Moi j'ai appris que le président de la République veut, d'un matin 9h à midi, changer de Premier ministre. Il lui dit donnez-moi votre démission, monsieur. Pourquoi ne l'a-t-il pas demandé à Barre? J'imagine que Raymond Barre a trouvé qu'il avait une responsabilité et qu'il n'avait pas envie de partir. C'est pas pour s'accrocher. Certainement pas. Écoutez, j'avais fait presque 5 ans. L'attitude de Barre est parfaitement normale. Et en plus, il n'avait pas démérité, si j'ose dire. C'est celle de Giscard qui est peu compréhensible. Il n'a pas le courage de dire à son Premier ministre « on part avec une équipe nouvelle ». Or, c'est indispensable, l'opinion publique en avait besoin. Il m'a dit simplement, un jour, eh bien, vous irez jusqu'au bout. Et par conséquent, un Premier ministre qui veut absolument résister, etc., finit en loc. Au Parti socialiste, Michel Rocard dispute à François Mitterrand la place de candidat au présidentiel. Quelques mois plus tôt, à Latché, François Mitterrand, s'interrogeant sur ses chances aux prochaines élections, s'était confié à Édith Cresson. « Pensez-vous que je doive me présenter ?» Consciente des relations désastreuses entre Mitterrand et Rocard, Édith Cresson lui avait répondu « Vous n'allez tout de même pas laisser le parti à Rocard ?» Ce n'est pas impossible. Je n'étais pas dans le cercle de confidence où l'information était transmise et discutée. Je n'ai pas conseillé François Mitterrand de se présenter. Il voulait se présenter à l'élection présidentielle depuis très longtemps. C'est un mystère pour personne. On n'avait pas à lui dire de se présenter à la place ou au lieu de à la place de Rocard ou plutôt que Rocard. Nous, on a Rocard en ligne de mire. Rocard, lui, il est tout simple, sympa. Il a fait un très beau numéro le soir des élections législatives de 78. Il a dit, il y en a assez, la gauche est toujours battue, c'est de notre faute, un truc comme ça. Il émeut la France entière. Rocard commence à faire 50-50 avec Giscard. Les sondages, monsieur, n'ont jamais remplacé un vote d'investiture dans un parti politique consolidé. C'est pas la même chose, c'est pas le même public, ça se passe pas pareil. Même les gens de gauche, les experts de gauche, etc., nous disent Mitterrand revenir, il a perdu 74, il a perdu 78, il ne reviendra pas, ça sera Rocard. Nous, on pense à Rocard. J'aurais préféré un débat avec Rocard, qui aurait été plus ouvert du point de vue des idées. Bien sûr, c'était plus facile. Quand on boxe dans la même catégorie, c'est toujours plus facile. Je pensais qu'il ne ferait pas le poids devant Mitterrand. Je pensais que la coalition le laissait jouer, reconnaissait son talent, mais qu'au moment où il faudrait rassembler les forces et les moyens, c'est Mitterrand qui aurait le dernier mot. Il est évident que celui qui était le plus dangereux pour Giscard d'Estaing, c'était pas Rocard, qui parlait en gros le même langage, même s'il avait des opinions, des options différentes de celles de Giscard, mais qui était, je ne veux pas dire les choses d'une façon désagréable, mais enfin un petit peu technocratique. Édith Cresson m'amuse. J'ai arpenté les rues de Paris comme manifestant, j'ai taché à la colle à affiche une douzaine de pantalons. Qu'est-ce que c'est que ce technocrate? Je suis beaucoup moins technocrate qu'elle, quand même. Mitterrand était relativement plus facile comme adversaire pour Giscard que Rocard. Ça l'a pas empêché de perdre, mais bon, Chirac est quand même pour quelque chose. Ainsi je laisserai, en votre nom, le candidat d'une majorité de Françaises et de Français, candidat de la France
pour la France. Mitterrand est désigné comme candidat au présidentiel. Giscard d'Estaing confie à Bernard Stasi « Le Parti socialiste vient de me faire un cadeau ». Oui, j'avais appris ce mot. C'était gentil pour moi. Mais c'était politiquement mal jugé. Et, c'est Mitterrand. Ça y est, le danger Rocard est écarté. Ouf. Et on fout rien. Je me suis dit, c'est pas la peine d'embêter les Français, qu'à faire ça de façon simple, naturelle. Et donc, une espèce de campagne assez cool. Le jour où on a appris que Rocard était définitivement mis de côté et que c'était lui, l'affaire est faite. L'affaire est faite. Il y a même quelqu'un, dans la petite réunion à laquelle je participais, qui s'est dit « Ah, Mitterrand, le Jules Berry de la politique, on avait vraiment l'impression d'avoir un film noir et blanc qui allait projeter aux Français. » Et quand je me suis aperçu que ce n'était pas le cas, il était trop tard pour réagir, et donc j'étais avec au moins un temps de retard sur presque tout. Je ne sais pas à partir de quel moment Valéry Giscard d'Estaing a pu se rendre compte d'une difficulté de sa réélection. Car les sondages qui ont été effectués de manière assez proche de l'élection étaient bons pour le président. Donc c'est dans les mois qui ont précédé que les choses ont évolué. Pourquoi ? L'histoire le dira. Fin 80, Jean de Lipkowski, un proche de Giscard d'Estaing, et Édith Cresson du Parti socialiste mettent au point un dîner que l'Express révélera des années plus tard sous le titre « Le complot contre Giscard ». La filière d'invitation, ça a été Jacques Chirac et Jean Lipkowski demandant à Édith Cresson d'organiser ce dîner. Présenté au président Mitterrand comme le désir de Jacques Chirac de le rencontrer. L'idée, c'était de le faire élire Mitterrand, d'affoler les Français par l'arrivée des ministres communistes et ainsi de suite. Mitterrand, de toute façon, était obligé de dissoudre, puisque nous avions la majorité. Il y avait les élections législatives, il y avait un raz-de-marée modèle 68. À ce moment-là, un nouveau gouvernement, et la boucle était fermée. Donc c'était ça le raisonnement. Si Jacques Chirac m'avait dit que c'était j'en avais pensé, je l'aurais certainement très sévèrement critiqué. Mais je n'ai connu ce repas en commun que longtemps après. Des contacts, ça ne veut pas dire des engagements. Je l'espère en tout cas. Si ça avait été le cas, ça serait grave. Malheureusement, ce qu'ils se sont dit, il y a peu de chances qu'on ne le sache jamais. C'est finalement François Mitterrand qui, peu de temps avant sa mort, racontera à Valéry Giscard d'Estaing où, comment et dans quelles circonstances ce rendez-vous avait été organisé et quelle en fut la teneur. C'est à l'initiative de Jacques Chirac que ce repas a eu lieu, au point d'ailleurs que Mitterrand m'a dit « Moi, je ne croyais même pas que ce soit possible ». Il avait l'occasion, grâce à Édith Cresson, de rencontrer Mitterrand et de voir avec lui, si le cas échéant, on ne pouvait pas s'entendre pour abattre le président de la République en exercice. En politique, ça se fait dans les déjeuners et dans les dîners. C'est même croustillant. Mais ce n'est pas beau. Après le dîner, Jacques Chirac lui aurait dit « Est-ce que je peux vous parler en tête-à-tête » Et Mitterrand dit « Bon ». Voilà. Ils sont allés dans une pièce à côté, je vous répète ce récit, et au moment même où ils sont entrés dans cette pièce, fermé la porte, Jacques Chirac a dit à Mitterrand « Il faut nous débarrasser de Giscard ». Mitterrand m'a dit « Mais si vous souhaitez connaître des détails, vous devriez en parler à Édith Cresson ». Édith Cresson, 20 ans après, refuse toujours d'aborder le sujet. Tout le monde connaît ça. Tout le monde connaît cela, ne soyons pas étonnés. La question est de savoir quel est le but que Jacques Chirac poursuit. Il sera candidat à la présidence de la République. Vous savez, quand il y a une élection présidentielle, tous les coups sont permis. Et celui qui vous parle en sait quelque chose. Tous les coups sont permis. Jacques Chirac était arrivé à un point d'hostilité telle vis-à-vis de Giscard d'Estaing que sa défaite ne le gênait pas. Je pensais encore que la grande majorité du RPR, fidèle à l'esprit de la Ve République, n'aurait pas quand même favorisé la victoire de M. Mitterrand. On ne peut pas penser que Jacques Chirac ait souhaité sincèrement la défaite de Valéry Giscard d'Estaing, même si des bruits ont couru à l'époque. Or, cela s'est fait. Cela s'est fait. On peut utiliser les mots que l'on veut pour traiter de cette situation. Je vous dirais simplement que c'est la politique.
que la politique n'est jamais belle. Ils se haïssent dans ce métier. C'est vraiment la haine absolue entre hommes politiques, celui qui bat l'autre. Hein. Ils sont tous comme ça. C'est comme ça, mais c'est comme ça depuis toujours. Et si on préfère mener une vie paisible, il ne faut pas faire de politique. C'est la guerre. C'est des mentalités de guerre, et un comportement de guerrier. Si on peut tuer l'adversaire, on le tuerait. Regardez comment Chirac s'est conduit avec eux. Il a poignardé Giscard, littéralement. Il a poignardé Chaban. Il a poignardé Balladur. C'est la guerre. C'est millénaire, c'est mondial, toute l'histoire du monde est comme ça. Les sultans turcs assassinaient leurs propres fils pour ne pas avoir de compétiteurs dans le pouvoir. Maintenant, on ne se tue plus. Mais on se tue autrement. On se tue avec des mots, on se tue... Et Chirac en est une très bonne incarnation. Paraphrasant George Orwell qui disait « Le langage politique a pour but de faire paraître vrai le mensonge et respectable le meurtre », le journaliste François-Olivier Gisbert écrivit « En d'autres siècles, Chirac eût fait assassiner Giscard, mais les mœurs avaient évolué. » Est-ce qu'il aurait employé les moyens les plus extrêmes dans d'autres époques? Je ne vois pas qu'on puisse le dire. Le suicide de son ministre Robert Boulin, suicide contesté par la famille qui parle de meurtre, la mort mystérieuse de Joseph Fontanet, les interrogations rapidement étouffées par Michel Poniatowski entourant l'assassinat de Jean de Breuil, toutes ces affaires ajoutées au diamant de Bokassa et au cafouillage lors de l'attentat de la rue Copernic commencent à peser dans l'opinion publique. François Mitterrand déclare « Giscard a présenté sa candidature, on attendait plutôt qu'il nous présente ses excuses. » À partir de là, Valéry Giscard d'Estaing descend lentement dans les sondages. Il n'a pas eu, à la fin de son septennat, devant des histoires très empoisonnées dont il ne voulait d'ailleurs pas parler, c'est comme s'il n'avait plus l'art de la main. Sur ces affaires, l'erreur majeure est probablement dans l'art de les prendre dès qu'elles naissent. Et le refus d'une franchise totale, complète et immédiate qui ne coûtait pas grand-chose. Mais c'est comme ça qu'il s'est tué. Toutes ces campagnes qui ont déstabilisé l'image de Giscard, son comportement monarchiste, les diamants, puis surtout ses amis, ses alliés qui commencent à le démolir, ont fait que ça a ouvert une opportunité très très énorme, très grande pour la gauche. La gauche a pensé qu'elle pouvait gagner. Parce que jusqu'à la fin de 1980, elle ne le croyait pas du tout. Tous les sondages me donnaient gagnant, assez largement. Alors, c'est normal, quand quelqu'un est en fonction, il a plutôt un petit avantage. Donc, on me donnait gagnant, mais avec une marge telle que, par exemple, Mitterrand m'a dit par la suite, quand j'ai vu que c'est même posé la question de savoir s'il irait jusqu'au bout. François Mitterrand s'est lancé en campagne avec un unique slogan, « La force tranquille ». Lors d'un débat public, il expose son programme, puis répond sans détour à une question sur la peine de mort qu'il s'engage à abolir s'il est élu. Valéry Giscard d'Estaing, qui en 1974 avait parlé de son aversion profonde pour la peine capitale, ne l'avait pas supprimée, laissant à Mitterrand la réforme qui le fera entrer dans l'histoire. On lui dit, et la peine de mort? Il sait que 60% des Français sont pour la peine de mort. Il dit, vous savez, si je suis élu, je vais supprimer la peine de mort. Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit des gens? Ils se disent, punaise, il est courageux. On est pour la peine de mort et il nous dit qu'il va le faire. Donc c'est pas un démagogue. Mitterrand allait courageusement à contre-courant, mais moins à contre-courant que 7 ans avant. Je me suis vraiment beaucoup interrogé sur ce sujet, mais ma réflexion était plutôt de restreindre le champ que d'aboutir d'un seul coup à la disparition. Ça m'a vraiment surpris. C'est-à-dire que on pensait qu'il la ferait voter, la suppression de la peine de mort. Peut-être avait-il pensé que son électorat, en tout cas, et les Français dans leur ensemble, n'étaient pas mûrs pour une telle décision. Peut-être qu'il s'est dit, c'est trop tôt et je ferai ça après ma réélection. Or, il ne faut jamais remettre au lendemain. Si Mitterrand s'est appris, c'est parce qu'il y avait quand même un rejet de Giscard. Ça, je ne l'ai pas vu et je n'y ai réfléchi qu'après, donc trop tard. Dès le mois de janvier, c'est fini. Vous savez, j'ai appris une chose au ministère de l'Intérieur, à connaître les vrais sondages et à les lire. Et il y avait des gens de son entourage qui lui disaient non, ça va bien marcher, même si les sondages ne sont pas très bons, au dernier moment, les Français hésiteront. Ils ne voudront pas le risque, ils ne voudront pas l'aventure, ils voteront Giscard. Des gens très proches de son entourage lui disaient ça tous les matins. Et quand moi je leur disais, par hasard, en les rencontrant, attention, tous les sondages sérieux disent le contraire, ils me disaient, c'est nécessaire au moral du candidat.
On avait le devoir de ne pas laisser à penser au président que les choses allaient vraiment mal pour lui. Il ne me faisait pas toucher, mais j'aurais pu le toucher moi-même, je dirais l'étendue de la menace. Giscard lui-même n'acceptait pas qu'on évoque ça trop sérieusement, l'histoire d'une défaite. Du reste, il s'en rend compte parce que lui aussi, ses vrais sondages, et il sait les lire, parce que cet homme sait tout faire. Donc il n'y a pas de problème. Et il va penser, je pense, il n'avouera jamais, à ne pas se représenter. Tout d'un coup, on se réveille. Le gars qui nous est tellement plaisir d'avoir comme concurrent en octobre, certains disent qu'il faudrait lui tordre le cou. Et on parle de Vichy. Bref, troubler le personnage. Eh ben, je peux vous dire une chose, c'est qu'à chaque fois que ça a été évoqué devant Giscard, Giscard a dit « pas question ». J'avais une série d'éléments, d'informations sur lui. Non, j'ai décidé de ne pas les utiliser. Et je n'ai jamais regretté de ne pas les avoir utilisés, parce que ce n'était pas le sujet, à mon avis. Il avait été lui-même très attaqué par les diamants, et il considérait tout au fait au-dessous de la ceinture, et il considérait que le débat devait être un débat d'idées. Il n'aime pas les attaques personnelles, et en plus, elle n'aurait pas porté. Elle n'aurait pas porté. Rappelez-vous que quand Mitterrand s'était présenté contre De Gaulle et qu'il avait contribué à mettre De Gaulle avec le Canuet en ballottage, il y avait eu un journal qui était sorti sur la Francisque et Vichy. Les Français n'y croyaient pas. Les Français n'y croyaient pas. C'est qu'il y a un type d'argument qui dégrade aussi celui qui l'emploie. Giscard est très attentif à ne pas employer des méthodes qui seraient jugées comme basses. Ça, c'est la méthode Pasqua. Bon, mais il n'aime pas utiliser ce genre d'argument. 38 millions d'électeurs. Il y en a beaucoup qui ne savent même pas ce qu'est Vichy. Ce sont des images successives. Donc ça ne porte pas. Il a vu qu'il ne pouvait pas déstabiliser Mitterrand, donc il n'a pas voulu utiliser des arguments de ce type. Entre Chirac et Giscard, c'est la guerre ouverte. Chirac déplore la démission de l'autorité et Charles Pasqua le fascisme sournois du régime. Chirac enfonce le clou et déclare « Giscard n'a aucune chance d'être réélu en 81. Giscard réagit. Si la France avait un chef d'État agité, l'opposition serait au pouvoir. » C'est tout à fait par hasard que Giscard d'Estaing découvre que Chirac prépare sa candidature au présidentiel. Nous avions un ami commun et qui m'avait dit quelques jours auparavant que Jacques Chirac avait commandé les stocks de papier nécessaires pour sa campagne présidentielle. Donc il était en cours. Alors je lui ai demandé de m'en parler, je lui ai dit que je vous ai fait venir parce que j'ai entendu dire on dit la presse dit que vous envisagez de vous présenter à l'élection présidentielle, et voilà, je voulais le savoir et en parler avec vous. Et sa première phrase a été de dire « Ma décision n'est pas encore prise ». Je lui ai dit « Écoutez, vous m'étonnez parce que les indications données vraiment paraissent... Non, non, ma décision n'est pas encore prise ». Jacques Chirac, qui a annoncé officiellement le 3 février sa candidature, part à la conquête de l'Élysée. Sa campagne, animée par Charles Pasqua, n'aura qu'une cible désignée, Giscard d'Estaing. Chirac a certainement fait une campagne très dure, qui l'a totalement déstabilisé. Chirac était déterminé à tout faire pour que Giscard ne passe pas, ça c'est évident. Il en est responsable, car il n'a cessé, pendant son septennat, de combattre le RPR. Giscard d'Estaing obtient au premier tour 28% des voix et François Mitterrand 26%. Jacques Chirac, avec moins de 18%, est éliminé du second tour. Mais le RPR promet à Giscard d'Estaing tout son soutien pour battre Mitterrand. Il ouvre même, rue de Presbourg, une permanence téléphonique pour le soutenir. Quand j'ai vu, comme Premier ministre, sur mon bureau, s'accumuler les informations selon lesquelles le RPR conseillait de voter contre M. Giscard d'Estaing ou de voter pour M. Mitterrand, j'ai été bien conscient qu'il y avait là une manœuvre conçue de longue date et qui allait trouver son issue. Les collaborateurs disaient, la rue de Presbourg, les gens donnent comme conseil qu'il ne faut pas voter pour vous. Non, c'est pas possible. Enfin, si on était entre les deux tours, donc c'est Mitterrand, moi, non. Si, vous me garantis. Alors, j'ai eu une idée un peu bizarre. Je me suis dit de faire l'expérience moi-même. J'avais dans ce qu'on appelle l'appartement privé à l'Élysée, des téléphones.
Donc j'ai demandé quel était le numéro de téléphone. J'ai appelé. Alors évidemment, c'était un peu spécial. Je lui ai dit, voilà, j'appelle parce que je suis troublé. Et je voudrais savoir qu'est-ce que vous me conseillez de faire. Ah bon? Ah bon? Je dis oui, est-ce que vous pouvez me dire oui, c'est bon, vous pouvez me donner un conseil. Je dis voilà, moi je m'apprête à voter pour Giscard parce que. Ah non. Je dis quand il ne faut pas voter. Ah surtout pas. Je dis mais si vous êtes bien la permanence, etc. Ah oui, non, surtout pas ça. J'ai raccroché. Mais ça m'a fait une espèce d'impression humaine très, très forte, hein, de l'entendre. Valéry Giscard d'Estaing était encore sous le choc. Sonné, désorienté, groggy comme un boxeur, note un de ses proches. Chirac finit par accepter de lui apporter son soutien, mais du bout des lèvres. Il déclare « Le 10 mai, chacun devra voter selon sa conscience. La parole est désormais au peuple français. » Giscard d'Estaing réalise qu'il va perdre les élections. Reste une dernière chance, le duel télévisé du second tour. Il avait coûté la victoire à François Mitterrand 7 ans plus tôt. En fin de compte, revient ce vieux complexe de supériorité, disant dans le face-à-face, je dominerai François Mitterrand. Là, le drame, c'est François Mitterrand qui le domine. Quand il fait ce duel de second tour, il est dans un traumatisme absolu, qui est la brutalité d'une défaite annoncée, alors que tout dans son esprit, dans l'esprit de beaucoup, a annoncé au contraire qu'il allait être réélu. Donc c'était quelqu'un, pour le coup, de désemparé. Là, il était vraiment désemparé. C'était des temps qui étaient durs et difficiles. Il vous reste moins d'une minute. Non, il me reste, oui, moins d'une minute. J'ai appris par ce que j'appellerais la voie dure. Et en même temps, il m'est arrivé, je le sais, d'avoir tort. Et je ne crois pas m'abaisser en le disant. Il est un peu acculé sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il n'a pas fait, sur cette impression d'avoir à rendre des comptes. Il s'agace et il est beaucoup moins bon. Là, il s'est préparé, Mitterrand, parce qu'il n'a pas digéré cette émission de 74. Il n'a pas digéré du tout. Moi, j'avais un côté déjà vu, puisque je disais des choses que j'avais déjà dites, et puis j'ai commis l'erreur psychologique de montrer que j'en savais plus que lui. Ce qu'il n'a pas vu, c'est que le temps passait, que François Mitterrand avait fait des progrès gigantesques en communication. Vous ne comprenez rien à ce qui se passe dans ce pays. La situation de M. Giscard d'Estaing, c'est un peu, il me permettra de le dire, celle d'un conducteur qui vient de verser sa voiture dans le fossé et qui viendrait me demander, pour me surveiller, de repasser mon permis de conduire. Il nous fait une prestation vraiment... Hein, le nouveau Mitterrand, comme s'il n'avait pas de passé, c'est un type qui arrive, proche des gens, bien, précis, c'est fini. On n'avait jamais vu un Mitterrand comme ça. C'est vous qui gouvernez, donc c'est vous qui êtes responsable. Vous vous tapez sur la poitrine, à 3 jours naturellement d'une élection, je comprends pourquoi vous le faites, mais qu'est-ce qui me laisserait penser que pendant les 7 ans qui viendraient, vous feriez autrement que ce que vous avez fait pendant les 7 ans? Gardons dans ce débat le ton qui convient. Je vous en prie, c'est contenu de la même façon et j'entends m'exprimer absolument comme je le veux. Quand j'ai vu l'émission, je dis oui, c'est formidable, Giscard est bien, c'est formidable, etc. Et puis, au bout de 10 minutes avant la fin du numéro, j'étais aux toilettes dégueulé, parce que je savais que ça n'aurait pas bougé. Ça s'était pas très bien passé. Giscard n'a pas pu trouver, si vous voulez, il était en train de courir 4 points après l'autre, et il n'a pas trouvé l'espace pour pouvoir le faire tomber, etc. C'était manifeste. C'était très méthodique, s'appuyait sur beaucoup de gens, tout ça a été très calculé, mais ça ne marchait pas. Il n'y a rien à faire, ça ne marchait pas. Vous savez, on a vraiment mesuré à l'heure près l'impact de cette émission. Les jeux étaient déjà faits. Il n'a pas senti cette campagne, voilà. Bon, la première campagne en 74, il l'a senti mieux que personne n'a jamais senti une campagne, à mon avis, en France. Celle de 81, il ne l'a pas senti. Et quand on ne sent pas les choses, eh ben, on ne fait pas les choses comme on doit. Il ne l'a pas compris ou il a sous-estimé au départ François Mitterrand, ça je le crois. Il disait, mais enfin, vous imaginez quand même pas François Mitterrand à la tête de la France.
Giscard est battu. Je peux dire une chose, c'est que la première personne qu'il voit le mardi quand il rentre à Paris à 8h à l'Élysée, c'est moi. Et il me dit qu'est-ce qui s'est passé. Il ne comprenait pas ce qui était vraiment arrivé. Reclus à Chanona, Valéry Giscard d'Estaing met au point la cérémonie des adieux. Je pensais souvent à mon départ. Comment partir? Et j'imaginais que je partirais à la fin de mon mandat, donc normalement de mon deuxième mandat, qui aurait été un mandat de 5 ans. Il fait une démarche personnelle. Il ne parle pas, il consulte peu, et il médite son départ et son message aux Français. C'est lui qui avait des idées. Et je ne pense pas qu'on le contrariait beaucoup. Il l'a imaginé tout seul. Et je crois que ce n'était pas son métier. Et ce qu'on appelle la communication, la télévision, c'est un métier. Il n'en a parlé à personne de son message. J'étais là à l'enregistrement. C'était dans la salle des fêtes, il y avait un rideau, il est là, etc. Il se met en avant et Herzog installe ses caméras. Et j'imaginais ce que je dirais en partant. Connaissant Giscard, je me doutais bien qu'il n'allait pas faire un discours comme tout le monde. Fini. Entre le pupitre et le rideau derrière, ça dure, c'est 3 secondes, mais qui dure 2-3 minutes. Et donc ça avait l'air d'une espèce de départ, une sorte de cortège qui s'en va, tout ça. Donc c'était trop. Ça ne m'est pas plu parce que j'avais trouvé qu'il y avait un effet de dramatisation un peu ambigu. Je l'ai regretté parce que j'ai trouvé cela un peu trop théâtral et les Français ont pensé comme moi. J'ai trop chargé cette affectivité par le style de ce départ. Donc si c'était à refaire, mais il y a peu de chance, je ne le referai pas de la même manière. Ce qui m'a rendu vraiment malade, j'ai souffert pour lui, c'était cette volonté de sortir à pied sous les horions, sinon les crachats de quelques dizaines de personnes qui s'étaient massées devant l'Élysée. Il a voulu, en quelque sorte, par bravade, affronter. C'était inutile, à mon avis. Je comprends que sa déception était grande, mais nous savons tous que l'ingratitude est le signe des peuples forts. Giscard a tout réussi. Il a réussi ses études, il a réussi son mariage, il a réussi sa carrière politique, il a réussi à être ministre, il a réussi à être président jeune, et puis, tout d'un coup, ça se délite, et il ne comprend pas. C'est quand même extraordinaire. Il a senti comme une injustice que l'usurpateur arrive au pouvoir et que les Français le renvoient. Et comment on a pu me faire ça? Vous avez l'impression du premier de la classe qui tout d'un coup, il y a un professeur qui lui dit « Votre dissertation est mal foutue » et il trouve que c'est injuste. Je ne comprends pas pourquoi, d'habitude c'était bien. C'est un homme qui a été président de la République très tôt, qui est parti en étant encore très jeune et qui s'est trouvé devant un espèce de trou noir. Qu'est-ce que ça peut faire dans la vie, un ancien président de la République? Alors bon, voyage, on est invité, on fait des conférences, c'est une nullité totale, et si on est quelqu'un de la dimension de Giscard, on a parfaitement conscience que ça sert à rien. Et ça fait plus de 15 ans qu'il est comme ça sur le sable. Depuis un an, là, il s'amuse un tout petit peu parce qu'il peut embêter Chirac. Je crois qu'il a été très 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 malheureux. Il a été vraiment devant un vide complet. C'était pas la défaite, c'était la concentration des attaques et de la haine, enfin, cette espèce de morsure de l'adversité. Ça ressemble un peu à une brûlure, de traumatisme. On ne veut pas toucher le corps ou le métal qui vous a brûlé, et donc je ne pouvais pas lire la page politique d'un journal. Et pendant des années, je ne l'ai pas lu. Des années. Une d'aversion totale. C'est même curieux que ça puisse être aussi fort. Au lendemain de la défaite de Valéry Giscard d'Estaing, un caricaturiste particulièrement cruel le représenta en Haïti, le doigt pointé vers l'Élysée, murmurant « Maison ». Jamais. Je n'en rêve jamais. Je peux faire un rêve où je dis à l'Élysée. Non, c'est terminé. Il n'y a plus de postérité, c'est fini.
La postérité, c'était le fait des sociétés avec mémoire. Notre société n'a plus de mémoire, elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé il y a 6 mois. Pourquoi voulez-vous qu'elle se souvienne de ce qui s'est passé il y a 20 ans? La postérité ne retiendra rien, mais je l'accepte sans aucune difficulté ni amertume.